Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de commencer cette journée avec cette conférence passionnante qui a pour thème enfants et adolescents de 0 à 17 ans. Quelles recommandations nutritionnelles suivre? Je suis également ravie de vous savoir en si grand nombre derrière vos écrans. La thématique a en effet beaucoup retenu l'attention. La croissance harmonieuse des enfants est très mobilisatrice. C'est pourquoi le FAS a souhaité traiter ce thème en apportant des réponses pratiques. Comme vous le savez, en 2020, le Haut Comité de santé publique a actualisé les repères alimentaires du programme national nutrition santé pour les enfants de 0 à 36 mois et de 3 ans à 17 ans. Beaucoup de ces recommandations sont en phase avec celles élaborées par des pédiatres experts au nom des sociétés savantes pédiatriques. Toutefois, il y a quelques points de divergence qui méritent discussion. C'est notamment tous ces points comme le fer, le calcium, la place des acides gras essentiels qui vont être débattus dans la présentation du professeur Patrick Tougnan que nous avons le plaisir d'accueillir. Il est chef de service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Nous nous retrouverons ensuite pour échanger sur les questions. Quelques petits points pratiques avant de se quitter. Vous pourrez échanger avec nous grâce à l'onglet questions, mettre des commentaires sur la partie chat ou encore réagir sur Twitter avec le hashtag FASEvent. Vous recevrez rapidement la présentation, le résumé et le dossier participant après la conférence. Et puis également, la vidéo sera très rapidement sur le site du FAS et sur YouTube. Je vous souhaite une excellente conférence et je vous retrouve tout de suite après. Merci beaucoup Agnès et merci aussi au Fonds français pour l'alimentation et la santé de me donner l'opportunité de parler des recommandations nutritionnelles pédiatriques avec mon regard de pédiatre avec 30 années d'expérience en nutrition pédiatrique. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Quelles recommandations suivre? Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y a effectivement les recommandations institutionnelles, celles du Haut Conseil de santé publique, essentiellement élaborées par des médecins épidémiologistes et qui ont repris les recommandations qui avaient été faites par l'ANSES, par des ingénieurs agronomes principalement. Et puis, il y a aussi les recommandations faites par les membres de la Société française de pédiatrie, donc des pédiatres, des experts pédiatriques. Alors, rassurez-vous, la majorité des recommandations sont parfaitement en phase. Donc, lorsque je vous en parlerai et qu'il n'y aura pas de divergence, ce seront des recommandations communes. Mais il y a bien sûr quelques petites divergences dont j'aimerais qu'on discute ensemble. Alors allons-y. Alors on va faire ça de manière très très chronologique et on va commencer bien évidemment au 0, 4, 6 mois, c'est-à-dire le tout petit bébé. Alors, je n'apprendrai rien à personne en précisant qu'il n'y a rien de mieux que l'allaitement maternel. Beaucoup essaient de donner les avantages de l'allaitement par rapport au biberon de lait infantile. Je ne les donne jamais parce que pour moi, ce doit être une évidence que l'allaitement est meilleur que l'alimentation au biberon. Néanmoins, il ne faut pas culpabiliser une maman qui, quelles que soient ses raisons, a décidé de ne pas allaiter. Et puis, ça donne l'opportunité au papa de participer à l'alimentation, ce qui est bien sûr un peu plus compliqué, et je parle en connaissance de cause, quand la maman allaite exclusivement. Donc, la période 0-4-6 mois est simple, allaitement à privilégier, et pour les mamans qui ne veulent pas, les biberons de lait infantile. Passons au stade ultérieur, qui est la diversification. Là, c'est bien sûr un peu plus compliqué. Les recommandations institutionnelles et pédiatriques générales, internationales, nationales sont à peu près en phase. En effet, quel que soit le nourrisson, qu'il soit à risque ou pas d'allergie, qu'il soit allaité ou pas, la diversification doit impérativement être réalisée entre 4 et 6 mois. Dès 4 mois révolus, c'est possible. Et l'autre importance, c'est d'introduire dès 4 mois et avant 6 mois, les aliments à fort potentiel allergisant que vous voyez ici, et notamment l'arachide et l'œuf. On va voir tout de suite pourquoi je les ai soulignés, parce qu'il y a des preuves de l'intérêt de les introduire tôt, mais aussi les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, pistaches, le poisson et le blé, notamment le gluten.
Alors, pourquoi l'arachide et l'œuf? Eh bien, cette publication du New England, qui date de quelques années, a révolutionné l'âge d'introduction des aliments. Vous voyez, c'est un très, très beau travail réalisé donc chez des enfants, des nourrissons de 4 à 11 mois qui avaient un eczéma sévère, donc à risque allergique. Ils ont été randomisés, tirés au sort pour recevoir de l'arachide ou rien du tout. Alors, vous allez me dire, des cacahuètes à 4 mois, non, ce n'était pas des cacahuètes. C'était soit du beurre de cacahuète, qui contient des protéines de cacahuètes, soit du curly, enfin, c'était le bamba, qui sont des biscuits apéritifs à cacahuètes qu'on diluait bien sûr dans l'eau. Et ils recevaient ça 3 fois par semaine pendant 5 ans. Le diagnostic d'allergie a été posé par un test de provocation orale. Alors, en intention de traiter, vous savez, en intention de traiter, c'est lorsque tous les enfants, dès qu'ils sont entrés dans l'étude, doivent être pris en compte. On voit déjà une différence très nette. En gris, vous avez ceux qui n'ont pas eu de cacahuètes, en vert, ceux qui en ont eu, et vous voyez une diminution considérable du risque d'allergie à la cacahuète. Et puis, ce qu'on appelle l'analyse per protocole, ce sont des analyses qui sont faites dans un deuxième temps, après avoir exclu les enfants qui n'ont pas pu bien faire le protocole. Alors, pourquoi ils n'ont pas bien fait? D'abord, parce qu'ils ont été allergiques lorsqu'ils ont pris l'arachide, on n'a bien évidemment pas continué à leur en donner, ou bien parce que les parents ont abandonné, parce que c'était trop difficile à faire et qu'ils ont abandonné avant 2 ans. Ceux qui ont tenu au moins 2 ans, ils ont été inclus. Et là, vous voyez, l'allergie à la cacahuète disparaît quasiment totalement. D'où l'intérêt de l'introduction précoce de la cacahuète. Et puis, un deuxième travail, cette fois avec de l'œuf. On a toujours des nourrissons un peu plus jeunes, 4 à 5 mois, avec de l'eczéma, qui, pareil, sont tirés au sort pour recevoir, alors cette fois, c'est en double aveugle, soit de la poudre d'œuf, avec des quantités qui augmentent en fonction de l'âge, soit un placebo, c'est-à-dire rien du tout. Personne ne sait si c'est la poudre d'œuf ou le placebo. Le traitement de l'eczéma a été très bien fait pour éviter un premier contact avec l'œuf à travers la peau. Et le diagnostic d'allergie à l'œuf a été fait à 1 mois en aveugle par un test de provocation orale. Là aussi, vous voyez, en intention de traiter, une diminution significative et très importante du risque d'allergie à l'œuf. En bleu, c'est ceux qui n'ont pas reçu, qui ont reçu le placebo. En rose, c'est ceux qui ont reçu l'œuf. Et l'analyse per protocole qui a exclu les 25 nourrissons qui n'avaient pas pu bien faire l'étude et qui étaient sortis de l'étude, la différence est encore plus importante. C'est pour ça que l'œuf et l'arachide doivent être introduits tôt pour diminuer les risques allergiques et par extension, on a été jusque vers les autres aliments à fort potentiel allergisant comme les fruits à coque, le blé et le poisson. Alors, diversifier, ça ne veut pas dire que l'enfant doit abandonner le lait, bien au contraire. Il est impératif que de 6 mois à 1 an, l'enfant conserve au moins 3 biberons ou au moins 3 tétés de sein s'il veut assurer l'ensemble de ses besoins nutritionnels, notamment en fer et en acides gras essentiels, avec une seule exception. Le lait de mère ne contient quasiment pas de fer. Et donc, les enfants allaités après 6 mois doivent impérativement être supplémentés en fer. C'est important parce que malheureusement, on en voit beaucoup qui ne sont pas supplémentés en fer. C'est une recommandation absolument consensuelle, notamment de la Société française de pédiatrie, mais aussi du Haut Conseil de santé publique. Autre élément très important au moment de la diversification, le gras. Le gras, alors vous savez, ne pas manger trop gras, ça ne s'applique pas aux enfants. Les enfants ne mangent pas assez gras, notamment les plus jeunes. En effet, l'EFSA, l'Agence européenne, recommande que les apports lipidiques soient d'au moins 40% des apports énergétiques totaux entre 6 et 12 mois. Et la seule solution pour y parvenir, c'est d'ajouter de la graisse dans tous les plats salés du nourrisson, qu'ils soient faits maison, mais aussi les petits pots. Les petits pots ne contiennent pas, pour des raisons technologiques, assez de graisse. Donc, il faut ajouter, alors toutes les graisses que vous voulez, beurre, margarine, huile, crème, il faut de la graisse. Pourquoi? Parce que regardez, ce travail que j'ai fait avec les diététiciennes de mon service, on a cumulé à différents âges la quantité de graisse totale que l'enfant recevait dans la journée. Vous voyez, ce n'est pas négligeable, hein, si on prend ça, 2 repas salés avec 3 cuillères à café d'huile et 1 cuillère à café de beurre. Je vous rappelle que c'est 40% qu'il faut atteindre. Et vous voyez que là, on les atteint difficilement. Autant dire que si on n'ajoutait pas cette graisse, eh bien, on ne les atteindrait pas. Alors, quand on dit graisse, beurre, crème, tout ça, on comprend, mais quelle huile ajouter? Eh bien,
si possible, il faut ajouter les huiles les mieux équilibrées en oméga 6, oméga 3, en linoléique et acide alpha-linolénique. Et les trois qui sont les mieux équilibrés, comme vous le constatez sur cette diapositive, sont l'huile de colza, soja et l'huile de noix. Alors, c'est habituellement l'huile de colza qu'on utilise. Alors, pour ceux du Sud qui aiment beaucoup l'huile d'olive, elle est excellente au goût, mais malheureusement, ce n'est pas la mieux équilibrée. Donc, c'est pas, contrairement à l'adulte où l'huile d'olive permet une prévention des maladies cardiovasculaires, ce n'est pas le problème chez l'enfant. Donc, oui pour le goût, mais pas pour l'équilibre en acides gras. Alors, pourquoi cette concentration sur le gras? Eh bien, la région la plus graisseuse de l'organisme, c'est le cerveau. Le cerveau est très riche en gras et a besoin de gras pour se développer et bien fonctionner. D'où l'importance de donner suffisamment de lipides aux jeunes nourrissons. Enfin, pour terminer la partie diversification, quelques règles importantes. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais je me suis concentré sur 3 règles importantes. La première, qui est reprise de manière consensuelle, pas de viande hachée mal cuite ou de lait ou fromage non pasteurisé avant l'âge de 5 ans. Pourquoi? Parce que dans le tube digestif des ruminants, il y a une bactérie, Escherichia coli 157H7, qui est responsable d'un syndrome hémolytique et urémique. Alors, ce n'est pas fréquent, hein, c'est une centaine de cas par an en France, mais c'est une maladie qui peut être très grave, qui peut même conduire au décès. Et donc, malheureusement, nous, le pays du fromage, on est obligé de donner des fromages pasteurisés qui, bien évidemment, sont un peu moins bons. C'est dommage parce que même les nourrissons adorent le camembert bien fermenté. Mais bon, c'est comme ça, c'est un risque faible, mais existant. Deuxièmement, on entend souvent « Oh là là, il faut introduire qu'un seul aliment à la fois ». C'est très très compliqué à faire. Ce n'est pas exactement ce qu'il faut entendre. Il faut entendre que les aliments à fort potentiel allergisant, bien évidemment, ne doivent pas être introduits ensemble. Je rappelle, œufs, poissons, fruits à coque, arachides. Ceux-là, il faut les introduire et attendre quelques jours pour éventuellement dépister une allergie. Mais tous les autres aliments, il n'y a aucune raison de les introduire un par un, ce qui est bien sûr plus simple. Et puis sûrement la plus importante des recommandations, parfaitement reprise par le Haut Conseil de santé publique, c'est l'évolution des textures. Quand on débute la diversification, l'alimentation doit être lisse, mixée. Mais dès 8 mois, il faut qu'elle devienne grumeleuse, moins lisse, moulinée. Il faut déjà que l'enfant ressente des sortes de petits morceaux dans la bouche. Et dès 10 mois, il faut introduire des petits morceaux. C'est très important, dont la taille et la dureté vont progressivement croître. Pourquoi ça? Parce que si on laisse l'enfant très très longtemps par une alimentation lisse, eh bien, on voit apparaître une chose que nous, pédiatres, on voit de plus en plus, le refus des morceaux. Et on voit des enfants de 1 an, 2 ans qui continuent à refuser les morceaux. Donc la prévention de ce refus des morceaux, eh bien, c'est l'introduction suffisamment précoce, dès 10 mois, de ces morceaux qu'on va bien sûr, augmenter dont on va augmenter la taille et la dureté. Alors, tout ça, on était en convergence. Mais il y a quelques petits points de divergence dont j'aimerais discuter avec vous. Tout d'abord, quelque chose qui est repris par beaucoup de comités, notamment internationaux, c'est la peur des protéines. Effectivement, le Conseil de santé publique dit qu'il faut éviter les apports en protéines trop élevés. Alors, ils ont raison si on parle de besoins nutritionnels. En effet, les produits carnés ne contribuent que très peu aux apports en fer. Vous voyez, j'ai mis ici 10 grammes de produits carnés, c'est ce qu'on donne à peu près à cet âge-là, 10-20 grammes de produits carnés, ça correspond à 40 millilitres de lait deuxième âge, c'est-à-dire 5% des besoins en fer, des besoins de fer absorbés. C'est très très peu. Donc, effectivement, si les enfants boivent les fameux 3 biberons quotidiens, je ne parle pas des enfants allaités, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de manger de la viande. Donc pour ça, ils ont raison. En revanche, et je pourrais en discuter avec vous tout à l'heure si vous voulez, mais les travaux qui prétendent que l'excès de protéines rend les enfants obèses sont totalement biaisés. Et d'autres travaux qui sont pratiquement jamais cités montrent le contraire. Quant aux reins, on dirait là, trop de protéines, ça va altérer la fonction rénale. Aucun travail n'a jamais étayé cette hypothèse. Donc, ils n'ont pas besoin de viande s'ils boivent leurs 3 biberons par jour. Mais donner de la viande n'est pas, donc des protéines, n'est pas toxique. Reste le problème des enfants allaités au-delà de 6 mois qui ont besoin de fer, ils sont supplémentés.
Et on pourrait éventuellement, si on leur donne beaucoup de viande, éviter cette supplémentation, mais c'est compliqué. En tout cas, pour moi, il n'y a aucune raison d'avoir peur des protéines à cet âge-là, et même au-delà d'ailleurs. Alors, l'autre point de divergence, toujours assez consensuel, notamment au niveau européen, c'est le sel et le sucre. Vous voyez, le Haut Conseil de santé publique dit qu'il faut éviter la consommation de sel parce qu'on risque d'habituer les enfants à aimer salé et avoir de mauvaises habitudes à l'âge adulte. Alors, c'est peut-être vrai, mais cette publication, dont l'objectif était de refaire un bilan de la littérature sur le lien éventuel entre la consommation salée très tôt dans la vie et l'habitude au goût salé ultérieure, je vous ai mis la conclusion et je l'ai traduite. Le rôle de la consommation répétée d'aliments salés durant la petite enfance, dans l'appétence ultérieure accrue pour la saveur et les aliments salés durant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, demande cependant davantage d'études. Donc, la conclusion, elle est prudente. Ils ne disent pas non, ils ne disent pas oui. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve de ce qui est avancé. Maintenant, je n'ai pas dit que c'était faux. Le problème est peut-être encore plus aigu avec le sucre, avec les produits sucrés. En effet, donc, le Conseil de santé publique, mais c'est repris aussi par la Société européenne, recommande de limiter la consommation de produits sucrés, toujours pour avoir des habitudes saines à l'âge adulte. Alors, il y a très peu de travaux. Vous voyez, j'ai retrouvé ce vieux travail qui a plus de 30 ans pour dire ce qu'il en est. Ce travail, juste pour le résumer, ils ont pris des jeunes enfants et ils leur ont donné non pas des morceaux de sucre, comme on peut le croire sur cette diapositive, mais du tofu. Vous savez, le tofu, c'est la protéine de soja. C'est neutre, hein, ça n'a pas de goût. Et donc, ils leur ont donné 20 fois de suite, soit du tofu sucré, soit du tofu neutre, soit du tofu salé. Puis ensuite, ils leur ont proposé le choix entre les trois. Et sans aucune surprise, ceux qui étaient habitués au tofu sucré ont préféré le tofu sucré, le neutre, et le salé, le salé. On peut en déduire qu'on habitue les enfants au goût sucré. Moi, je l'interprète autrement. J'interprète qu'on peut habituer, et ça c'est une certitude, les enfants à aimer le tofu sucré. Comme on peut les habituer à manger du yaourt sucré, des petits Suisses sucrés. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les habituer au goût sucré et qu'on va augmenter l'appétence ultérieure pour le goût sucré. Mais même si c'était vrai, parce que là encore, je ne peux pas affirmer de manière absolue que c'est faux, comme on ne peut pas affirmer que c'est vrai. Eh bien, il faut savoir que la préférence gustative pour le goût sucré, contrairement à ce qu'on pense, n'est absolument pas reliée à un risque accru d'obésité. Nous qui sommes le service de référence de la prise en charge de l'obésité pédiatrique, j'en vois depuis plus de 30 ans, je peux vous assurer que les enfants obèses, ils ne sont pas plus attirés par le sucre, ils sont même plus attirés par le gras, parce que c'est plus calorique. Effectivement, la préférence gustative pour le goût sucré n'est reliée ni à une surconsommation énergétique, ni à une tendance au grignotage interprandial, ni à un risque d'obésité. Donc, moi, je serais plus nuancé. Je dirais qu'il n'y a aucun risque à ajouter un peu de sel et de sucre dans les plats préparés aux nourrissons. Je n'ai pas dit qu'il fallait vider la salière et vider la boîte de sucre. J'ai dit que ajouter un petit peu de sucre, c'est un rehausseur de goût, ça améliore le goût et préparer les enfants à avoir une bonne langue culinaire, ça me paraît au moins aussi important. Et donc, ajouter raisonnablement du sel, ajouter raisonnablement du sucre, notamment dans les produits laitiers, dans certaines compotes acides, je ne vois vraiment pas quel est le problème. Et d'ailleurs, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, les infirmières avec lesquelles je parle qui sont dans les crèches, où on applique parfaitement cette recommandation, qui encore une fois n'est pas uniquement du Haut Conseil de santé publique, mais qui est aussi de la Société européenne de nutrition pédiatrique, eh bien, elles le regrettent parce que les enfants n'aiment plus ce qui n'est pas salé, ce qui n'est pas sucré. S'il y avait un risque, je serais le premier à l'exclure, mais sincèrement, je ne crois pas qu'il y en ait. Donc, si on résume les points importants, entre 6 et 12 mois, les enfants allaités doivent avoir une supplémentation à faire. Les autres qui reçoivent les biberons, au moins 3 biberons pour assurer l'ensemble des besoins. Et ne pas oublier d'ajouter des graisses dans tous les plats salés du nourrisson. Passons à maintenant la période 1-3 ans, 12-36 mois. La Société française de pédiatrie en 2017, donc le groupe de travail que j'ai eu la chance de diriger, a très clairement écrit que la consommation de lait de croissance était recommandée pour assurer les besoins en fer après l'âge d'1 an. Alors, sur quoi nous nous sommes basés? Eh bien, sur
des publications, bien évidemment. Nous avons recueilli, à l'époque 10, mais une autre a été publiée depuis, 11 essais cliniques contrôlés et randomisés, donc qui avaient tiré au sort pour que les enfants reçoivent soit du lait de croissance, soit du lait de vache. Et ils ont été suivis avec une durée variable, vous voyez, de 4 à 12 mois. L'évolution de la ferritinémie, donc c'est le paramètre qui permet de voir le statut martial, était significativement plus favorable dans plus de 80% des études, 9 études sur les 11. L'hémoglobine, c'était moins clair, uniquement une évolution favorable dans 5 études sur 11, mais pour que l'anémie apparaisse, tous les enfants partaient d'un statut martial normal, pour que l'anémie apparaisse, il faut beaucoup plus de recul. Et donc, les études qui avaient un faible recul, l'anémie n'avait pas le temps d'apparaître. Donc, c'est là-dessus que nous sommes basés, entre autres, pour dire qu'il fallait du lait de croissance. Et puis, plus récemment, une équipe française a repris, dans la France entière, 561 enfants de 2 ans, où ils ont évalué les apports en fer ingérés selon différentes sources alimentaires. Et vous le voyez sur cette diapositive, vous voyez la petite courbe en bleu qui est ici, ce sont les enfants qui ne consomment pas de lait de croissance. Et donc, la conclusion de cette étude est de dire que 45%, c'est-à-dire pratiquement la moitié des enfants qui ne consomment pas de lait de croissance ont un apport en fer inférieur aux apports recommandés par l'EFSA, qui sont de 5 mg par jour. Je parle ici de fer ingéré. Si on prend les recommandations que nous avions faites, qui étaient supérieures à 7 mg par jour, là, la grande majorité des enfants seraient théoriquement carencés en fer. Donc, les recommandations, ici, c'était aussi des experts pédiatriques, notamment de pédiatrie ambulatoire, donc qui voient énormément d'enfants, c'est vraiment le lait de croissance. Alors, le Conseil de santé publique est d'accord. Il dit effectivement qu'on peut continuer le lait maternel, donner du lait de croissance, mais il donne l'alternative du lait de vache, en disant bien qu'il s'agit de lait entier. Et que si l'enfant ne voulait pas de lait de croissance, eh bien, on pouvait utiliser d'autres aliments riches en fer, les légumineuses, les viandes, et ajouter la vitamine C. Je rappelle juste que la vitamine C augmente l'absorption du fer non héminique. Ça n'a pas d'influence sur le fer héminique. Alors, voyons ça. Voyons ça. Voilà, j'ai repris donc les recommandations de la Société française de pédiatrie, donc les besoins en fer absorbés et non pas ingérés, parce qu'il y a une grande différence. C'est 0,7 mg par jour, on y reviendra. 0,7 mg par jour. Donc, pour les assurés, c'est quoi? C'est 360 ml de lait de croissance. Donc, c'est pour la totalité. Mais avec une portion de viande, comme on va voir, un biberon suffit. Bon, 40 litres de lait de vache, on n'en parle pas. 125 grammes de produits carnés. Retenez bien ça, 125 grammes, je vous rappelle qu'on est chez des enfants de 1 à 3 ans. Donc, 125 grammes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que c'est dangereux, c'est juste que ce n'est pas possible. Donc, ce que recommande le Conseil de santé publique, c'est très difficile à faire en pratique. Puis, les légumineuses, j'ai rajouté les épinards, qui sont encore plus riches en fer que les légumineuses. Vous voyez que c'est vraiment absolument impossible. 930 grammes, 1,4 kg de légumes cuits. Et puis, si on passe encore plus à la pratique, eh bien, vous voyez, avec un biberon, c'est ce qu'on a recommandé, un biberon de lait de croissance, 250 ml, plus une portion de produits carnés d'environ 30-40 grammes, on arrive pile aux 0,7 mg. Et toutes les autres solutions sont difficiles. On a du mal à les atteindre. Vous voyez, si on fait une portion carnée et 200 grammes de végétaux riches en fer, notamment des légumineuses et des épinards, il faut en donner quasiment tous les jours, et donc du lait de vache, 0,4. Si on enlève la viande, 0,2. C'est la théorie. Alors, vous savez, c'est des apports nutritionnels recommandés, c'est-à-dire que pour certains enfants, ça suffira. Mais si on veut s'intéresser à l'ensemble d'une population, une partie de la population risque d'être carencée en fer. Donc, nous continuons, nous pédiatres, à recommander formellement le lait de croissance. Et jusqu'à quand? Vous vous souvenez, je vous ai dit, pour assurer, je reviens juste un peu en arrière, pour assurer les 0,7 mg, il faut 125 grammes de produits carnés. Eh bien, c'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait continuer ce lait de croissance jusqu'à temps que l'enfant soit en mesure de pouvoir ingérer ces 100-150 grammes de produits carnés par jour. Et là, pour la plupart des enfants, c'est bien au-delà de 3 ans qu'il faut continuer de donner du lait de croissance. En tout cas, c'est la recommandation que nous avons faite. Donc, si on termine cette partie 0-3 ans, eh bien, les recommandations que je retiens, c'est le lait de croissance. En tout cas, tous les experts pédiatriques de terrain sont d'accord avec ça, à poursuivre pour les apports en fer
à poursuivre jusqu'à au moins 3 ans et souvent au-delà. Juste avant de terminer cette partie jeune enfant, j'aimerais insister sur 2 points, rapidement mais importants. Tout d'abord, on parle beaucoup de prévention de l'obésité. Malheureusement, aujourd'hui, aucune étude sérieuse ne permet d'affirmer qu'on puisse prévenir l'obésité à cet âge. Ni l'allaitement, contrairement à ce qu'on lit beaucoup, encore une fois, je suis un grand promoteur de l'allaitement, mais ça ne prévient pas l'obésité, en tout cas on n'a pas de preuve, ni la réduction des apports protéiques et des produits sucrés, on en a parlé, ni la limitation de la prise de poids au cours des premières semaines de vie, ça n'est pas une cause d'obésité, ni l'écoute des sensations de faim et de rassasiement chez l'enfant. Beaucoup croient que c'est comme ça qu'on peut prévenir l'obésité. Non, la régulation du poids chez l'enfant est parfaitement bien faite, ce n'est pas ça qui rend obèse. Et malheureusement, c'est un travail que nous avons fait, ni le dépistage et la prise en charge précoce d'un rebond d'adiposité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a aucun moyen de prévenir l'obésité correctement à cet âge-là. Et donc, on parle beaucoup des 1000 jours, donc je voulais mettre quand même une diapo sur les 1000 jours, en précisant bien 2 choses. Il y a des conséquences qui sont clairement démontrées, et je vous en ai parlé. L'âge d'introduction des aliments et l'allergie, on l'a très clairement vu par des études remarquablement bien faites. Les carences en fer, en acides gras essentiels, en calcium, à cet âge-là, ont des conséquences dramatiques. Notamment les carences en fer au cours des 1000 premiers jours induisent des défauts de développement cérébral qui sont irréversibles. Plus concrètement, les enfants vont avoir des problèmes psychiatriques éventuellement et cognitifs. Tout cela, c'est parfaitement démontré. En revanche, les conséquences qui ne sont pas démontrées et pourtant largement débattues, la prévention de l'obésité, je viens d'en parler, mais aussi tous les risques liés aux excès. On en a parlé, les risques des excès de protéines, sel, sucre. Donc, oui pour les carences et l'allergie, donc ce qui n'est pas génétique véritablement, et non pour ce qui a une grande particularité individuelle, c'est-à-dire que chaque individu réagit différemment face aux excès ou aux risques d'obésité. Voilà, donc ça c'était la première partie qui concernait les jeunes enfants. Passons maintenant à l'autre partie, les 3-17 ans. Alors, je vais reprendre, pour moi, il y a 4 piliers dans l'alimentation équilibrée de l'enfant et de l'adolescent qu'on va voir un par un. Donc, commençons par le premier pilier, le fer. La Société française de pédiatrie, donc le groupe de travail, nous étions une dizaine, donc j'ai eu la chance de coordonner, a très clairement dit que pour assurer les besoins en fer de tous les enfants et les adolescents, encore une fois, c'est des apports nutritionnels recommandés, donc c'est une courbe de Gauss, eh bien, pour être sûr, il faut que les enfants consomment 2 produits carnés par jour, midi et soir. Alors là, on n'est pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord avec le Haut Conseil de santé publique qui, lui, dit l'inverse. Il n'est pas nécessaire de consommer des produits carnés à chaque repas et il est possible pour certains repas de consommer des produits qui sont des sources alternatives de protéines. On y revient. Et deuxièmement, il conseille de limiter à 500 grammes par semaine maximum la viande. Eh bien, voyons ça ensemble. Alors, tout d'abord, premier écueil, l'intérêt de la viande, ce n'est pas du tout les protéines. Pas du tout. Le seul intérêt de la viande, c'est le fer. En effet, les protéines, on en trouve partout. La viande, bien sûr, les produits laitiers. Le gruyère est plus riche en protéines que la viande. Mais aussi, quand on mélange céréales et légumineuses, on n'a aucun problème. Je rappelle que les végétaliens, qui ne mangent donc aucun produit d'origine animale, ne sont pas carencés en protéines. Donc, c'est une confusion. Donc, je suis d'accord, on peut parfaitement remplacer la viande avec des légumineuses pour les protéines. Mais ça n'est pas le problème. En effet, le problème, c'est le fer. Donc, voilà les recommandations que nous avons faites en fer absorbé, pas en fer ingéré. Donc, environ, vous voyez, 1-2 mg par jour, selon l'âge et le sexe, de fer absorbé chez l'enfant et chez l'adolescent. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est que le fer héminique, qui est amené par l'hémoglobine et la myoglobine, donc on trouve dans la viande, ou les abats ou le poisson, est très bien absorbé, enfin très bien, 20 à 30%. Alors que le fer non héminique, qu'on trouve notamment dans les végétaux, est absorbé à seulement 2 à 5%, 7 à 8 fois moins. C'est pour ça que nous, à la Société française de pédiatrie, on a donné les recommandations à faire absorber et non pas à faire ingérer.
Alors, 1 milligramme, pour absorber 1 milligramme de fer, on peut soit manger 130 grammes de bœuf. Bon, si on prend tous les produits carnés ensemble, c'est 180 grammes de produits carnés, c'est beaucoup. La viande rouge étant plus riche que la viande blanche. Alors pourquoi j'ai mis le poulet? Parce que vous avez vu dans le Conseil de santé publique, ils excluent la volaille. C'est surtout la viande rouge qui les inquiète. Eh bien, c'est vrai que la cuisse de poulet est plus riche en fer, mais vous voyez quand même 330 grammes, c'est pas facile. Par contre, le blanc de poulet, c'est très pauvre en fer, c'est 3 fois moins riche en fer. Donc c'est un peu compliqué. Le poisson aussi, c'est un peu compliqué. Juste un petit détail, et on parle souvent de viande, poisson, œuf. Il faut savoir que si c'est vrai que l'œuf est riche en protéines, mais l'œuf est très très pauvre en fer. Hein. En tout cas, c'est pas avec les œufs qu'on peut assurer les besoins en fer. Regardez, il faut 1,5 kg d'œuf. Alors, est-ce qu'on peut remplacer la viande par des végétaux pour assurer les besoins en fer? Sincèrement, j'ai pris des céréales complètes qui sont riches en fer. C'est 370 grammes. Pour 1 milligramme, il en faut le double hein, chez les adolescents. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quant aux autres, les épinards, les légumes secs, vraiment, non. Pour nous, c'est très clair. On ne peut pas remplacer les produits carnés pour assurer les besoins en fer. Alors, je suis d'accord, il ne parle pas des besoins en fer, il parle des besoins en protéines. Là, je suis entièrement d'accord. Mais non, on ne peut pas remplacer. Et de manière très symbolique, là, je voudrais parler des fameux steaks de soja. Alors, effectivement, quand on regarde le contenu en fer, on se dit, bon, c'est à peu près pareil, hein, 2,7 mg, 1,7 mg, c'est à peu près pareil. Le problème, c'est à 8 fois moins absorbé. Donc, le fer absorbé, il est 10 fois moindre. Donc, il en faut 10 fois plus pour arriver aux besoins. Faites le calcul, il faudrait 1 kilo de steak de soja pour assurer les besoins. Non, on ne peut pas remplacer la viande par les végétaux. Et puis le deuxième point sur lequel ils insistaient, c'était limité à 500 grammes par semaine. Alors 500 grammes par semaine, j'ai calculé, ça fait à peu près 2,8 mg de fer absorbé par semaine. Eh bien, j'ai mis ici la courbe de Gauss avec les extrémités. Vous voyez que 2,8 mg par semaine, même s'il y a d'autres sources de fer, la grande majorité des adolescents seront carencés en fer. En tout cas, moi qui suis un pédiatre de terrain, je peux vous assurer que j'ai vu des milliers, j'ai bien dit des milliers, j'exagère pas, d'enfants dans ma carrière qui étaient carencés en fer parce qu'ils ne consommaient pas assez de produits carnés. Et la plupart de ces enfants, lorsqu'ils recommencent une consommation carnée propre aux recommandations que nous avons données, ont de nouveau un statut martial normal. Donc non, il ne faut pas limiter les produits carnés chez l'enfant et l'adolescent, bien au contraire. Je rappelle aussi que la carence en fer est la première maladie nutritionnelle de la planète et que nous, dans les pays industrialisés, nous avons la chance d'avoir accès à la viande. Et beaucoup de pays en voie de développement n'ont pas cette chance. Et la carence en fer est extrêmement importante dans ces pays. Alors, on va me dire, oh là là, oui, mais vous ne pensez pas au cancer, aux reins? Eh bien, je ne parlerai pas des adultes, même si je pense que là encore, il y a des biais majeurs et que le lien entre viande et cancer est discutable, mais revenons à la pédiatrie. La pédiatrie, il n'y a aucune contestation possible. Je vous ai mis les deux publications qui le prouvent. Il n'y a aucun lien entre la consommation excessive de viande, même de viande rouge durant l'enfance, et le risque de cancer à l'âge adulte ou d'altération de la fonction rénale à l'âge adulte. Très clairement. Je ne parle pas des enfants qui ont déjà une pathologie rénale. Je parle des enfants tout venant. Donc, pitié, écoutez les pédiatres. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature, pas d'adultomorphisme. Alors peut-être qu'il faut limiter la viande chez l'adulte. Je ne suis pas expert, je ne veux pas en parler. Mais chez l'enfant, c'est absolument pas une bonne chose. Et croyez les pédiatres de terrain. Donc très clairement, pour moi, c'est 2 produits carnés par jour pour les enfants et les adolescents. Passons au calcium. Alors là, il faut savoir que les besoins en calcium, toujours, c'est la courbe de Gauss, hein, donc c'est l'extrême droite de la courbe de Gauss, ils sont particulièrement élevés chez l'enfant et l'adolescent. Vous voyez, entre 11 et 17 ans, 1150 mg par jour, c'est beaucoup. Alors, sous la direction de Justine Baqueta, une grande experte internationale de la vitamine D et du calcium, et d'Agnès Linglard, qui est aussi une autre experte en vitamine D et en calcium, nous avons élaboré on était 16 experts et ça a été validé par l'ensemble des sociétés
pédiatriques concernés. Les dernières recommandations qui vont bientôt sortir publiées dans les archives de pédiatrie, donc elles ne sont pas encore publiées. Et voilà la conclusion que nous avons faite. Pour assurer les besoins en calcium, un enfant ou un adolescent doit consommer 3-4 produits laitiers par jour. Une grande discussion a eu lieu parce qu'on s'est dit, il y en a plein qui ne consomment pas ça. Qui doit-on supplémenter en calcium? Eh bien, si on supplémentait tous les enfants qui n'étaient pas à 3 produits laitiers par jour, on aurait supplémenté quasiment tout le monde. Donc, c'était difficile. Donc, notamment avec Agnès Linglard, on a décidé de prendre la limite minimale de 300 mg par jour, ce qui correspond à un bol de lait. Et donc, de supplémenter les enfants qui ne buvaient pas de lait ou qui ne consommaient pas 3 produits laitiers par jour. Ça va en faire déjà beaucoup. Alors, on est d'accord avec le Haut Conseil de santé publique. Bon, ils disent 3, nous on dit 3, 4, c'est à peu près pareil. Là où nos avis divergent, c'est quand ils écrivent que les produits laitiers sont soit les meilleures sources de calcium, mais qu'on peut les remplacer par des légumineuses, des légumes, des fruits à coque, des eaux riches en calcium ou des boissons végétales enrichies en calcium. Alors, voyons, est-ce qu'on peut remplacer par autre chose que des produits laitiers? Alors, c'est vrai que certains végétaux, notamment le chou, vous voyez là, ou le brocoli, sont des aliments riches en fer. Enfin, riches en fer, c'est de l'eau, hein, les végétaux, donc, mais c'est proportionnellement riche en fer. Et avec en calcium, mais avec un calcium qui est encore mieux absorbé que celui du lait. Vous voyez, si on prend comme base pour le lait et les produits laitiers, pour l'absorption du calcium, eh bien, on a dans les choux, c'est un calcium qui est mieux absorbé. Et dans les brocolis, c'est pareil. Et bon, manger des choux et des brocolis tous les jours, c'est un peu compliqué. Et si on diversifie un petit peu, là, c'est plus le même problème. Hein, parce que les oxalates, les phytates qui sont là-dedans diminuent considérablement l'absorption du calcium, donc qui est terriblement réduite. Quant aux eaux minérales, eh bien, l'absorption du calcium des eaux minérales est à peu près la même que l'absorption du calcium du lait. Donc, si on fait en termes d'équivalence, c'est-à-dire que, par exemple, pour le chou, j'ai diminué de 25% la quantité à manger, puisque le calcium est mieux absorbé. En prenant la base du lait, pour 380 mg de calcium, ce qui est un tiers du besoin quotidien des adolescents. Donc, vous voyez que c'est un bol de lait, 2 yaourts et demi, un peu plus d'une portion de gruyère, 75 g de camembert, du fromage blanc. Bon, les fromages à pâte cuite sont un peu plus riches. Donc, 3 produits laitiers, on y arrive. Certaines eaux riches en calcium, sans publicité aucune, j'en ai mis quelques-unes là, notamment les premières qui sont riches en calcium. Vous voyez qu'à peu près avec 2 litres, on peut assurer la totalité des besoins. C'est quand même assez impressionnant. Bon, maintenant, les eaux pauvres en calcium, là, c'est impossible. Mais venons-en aux végétaux, ça n'est pas possible. Regardez, très clairement, on ne peut pas remplacer les produits laitiers par des végétaux. En tout cas, on l'a, nous, les experts pédiatriques, écrit que ça n'était pas possible de remplacer les produits laitiers pour assurer les besoins en calcium. Donc, je retiens quand même la recommandation donc, des experts pédiatriques, 3-4 produits laitiers par jour. Passons au troisième pilier, les acides gras essentiels, donc je rappelle, acide linolénique, alpha-linolénique, que l'être humain n'est pas capable de synthétiser et donc qu'on doit obligatoirement ingérer. Et puis le DHA, l'acide docosahexaénoïque, qui est un acide gras non essentiel, on est capable de le synthétiser, mais toutes les instances recommandent un apport minimum, c'est ce qu'on appelle un acide gras conditionnellement indispensable. Pour les acides gras essentiels, ce sont essentiellement les huiles végétales, voilà, qui permettent d'assurer, globalement, chez les enfants et les adolescents, il n'y a pas trop de problème d'apport en acide gras essentiel. Le problème se pose avec le DHA, l'acide docosahexaénoïque. L'acide docosahexaénoïque, on en trouve quasi exclusivement dans les produits de la mer, même exclusivement, si j'y ajoute les algues marines. Avec des poissons gras qui sont plus riches en EPA et en DHA que des poissons maigres. Je vous ai mis ici les besoins hebdomadaires. Et donc, vous voyez qu'avec 1 à 2 poissons par semaine, c'est une recommandation de l'ANSES, ça à l'époque, 1 à 2 portions par semaine, dont 1 gras, vous assurez les besoins en DHA. Donc, pas de problème. On peut donner du poisson 1 à 2 fois par semaine. Et là, autant les enfants, la grande majorité des enfants, aiment les produits carnés, aiment les produits laitiers. C'est un peu plus compliqué pour le poisson. Et c'est là où nous, pédiatres, nous devons trouver des solutions pour donner du poisson, si possible du poisson gras. Donc, troisième pilier, 1 à 2 fois par semaine du poisson et des huiles végétales. Reste le dernier pilier, les fameux phytonutriments. Phytonutriments, ce sont les végétaux. Donc, les nutriments
apportés plus spécifiquement par les végétaux. Alors, le Haut Conseil de santé publique reprend un slogan que vous connaissez tous, au moins 5 fruits et légumes par jour, donc chez l'enfant. Alors, voyons ça de manière un peu scientifique. Quels sont les apports nutritionnels qui sont spécifiques aux végétaux, c'est-à-dire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs? Je parle des végétaux en excluant un petit peu les céréales. Bon, c'est des vitamines B essentiellement dans les céréales, il n'y a pas de carence en vitamine B, en tout cas en dehors de la B9. Donc, ce qui est spécifique aux végétaux, c'est les fibres et les antioxydants. Bon, c'est sûrement très important chez l'adulte, compliqué chez l'enfant, en tout cas les preuves scientifiques. Et puis certaines vitamines, notamment la B9, l'acide folique et la vitamine C, qu'on retrouve beaucoup moins dans les produits qui ne sont pas d'origine végétale. Alors, pour les fibres et antioxydants, eh bien, ça n'existe pas. On n'est pas carencé en fibres antioxydants. Il y a des travaux qui montrent que ça pourrait être intéressant. On va y revenir tout de suite chez l'adulte, mais chez l'enfant, il n'y a pas de carence en fibres et en antioxydants. Donc, on ne peut pas parler de carence à ce niveau-là. Quant aux vitamines B9 et notamment C, il faut savoir qu'il y a des carences. J'en ai vu très peu dans ma carrière, mais j'en ai vu. Mais pour des régimes qui sont totalement dépourvus de végétaux pendant au moins un mois et parfois même au-delà. Ce que j'ai vu, c'est 0,0,0 végétal frais pendant des mois et des mois, notamment pour la vitamine C. Pour l'acide folique, en dehors des régénérations d'anémie ou bien sûr la prévention de la spina bifida, mais c'est chez les femmes enceintes, les carences d'origine nutritionnelle sont tout à fait exceptionnelles. Donc, ça existe, soit, mais il faut des régimes extrêmement déséquilibrés. On voit ça notamment chez certains autistes qui mangent très très peu d'aliments. Mais à part les enfants qui ne mangent jamais de végétaux, c'est exceptionnel d'avoir des carences. Alors, vous allez me dire, mais d'où ça vient alors ces 5 fruits et légumes? Eh bien, ça vient d'une remarquable étude publiée en 2004. Regardez, c'était une étude fantastique où 13 017 femmes et hommes de 35 à 60 ans, donc on n'est pas en pédiatrie, ont pris pendant 8 ans des gélules qui contenaient soit des vitamines et des antioxydants, soit un placebo. Pendant 8 ans, certains individus ont pris des placebos. Et donc, ils ont été suivis pendant 8 ans et ils ont notamment regardé si ces vitamines et antioxydants permettaient la prévention des cardiopathies ischémiques et du cancer, tous les cancers. Chez les femmes, vous voyez, ça ne marchait pas. Alors, l'hypothèse, c'est qu'elles mangent déjà beaucoup de vitamines et d'antioxydants. Chez les hommes, ça ne marchait pas pour les cardiopathies ischémiques, mais ça marchait pour le cancer, notamment le cancer du côlon. Donc, cette étude a montré que chez les hommes, ça pouvait prévenir le cancer du côlon. Et pourquoi les 5 fruits et légumes? Tout simplement, on a pris ce qu'il y avait dans la gélule qui contenait les vitamines et les antioxydants et on a traduit ça en 5 portions de fruits et légumes. Alors, les bruits courent que c'était bien plus, mais qu'on a réduit. Maintenant, bon, restons-en là, c'est-à-dire qu'il faut bien choisir ces légumes et ces fruits pour avoir exactement ce qui se trouvait dans ces gélules. Donc, vous avez vu, si on part de cette étude, eh bien, ça prévient les cancers du côlon chez l'homme de plus de 35 ans. On est loin de la pédiatrie. Et donc, là encore, je dis pas d'adultomorphisme. Pas d'adultomorphisme et il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études qui permettent de dire voilà le nombre de fruits et légumes qu'il faut chez l'enfant. Beaucoup de parents sont angoissés. J'en ai vu des centaines qui me disent mais 5 fruits et légumes, on entend ça, mais on n'y arrive pas, docteur, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est grave? Écoutez, moi j'ai vu des milliers d'enfants qui mangeaient très très peu de légumes. Mais il y a toujours 1 ou 2 légumes frais qui ont, grâce à leurs yeux, les concombres, les tomates, certaines salades. C'est très très rare qu'aucun végétal n'ait grâce à leurs yeux. Et je n'ai jamais vu en 31 années de carrière. Jamais. En dehors donc des situations très très particulières, j'en ai vu que 2 dans ma carrière, de carence en quoi que ce soit chez les enfants qui ne mangeaient pas assez de fruits et légumes, et notamment qui ne mangeaient pas les 5 fruits et légumes par jour. C'est pour ça que je pense que manger au moins un fruit ou un légume par jour, on peut en manger 2, on peut en manger 3, ce n'est pas un problème, eh bien, ça suffit amplement. Bien sûr que je n'ai pas fait de démonstration, mais comme vous le voyez, la démonstration des 5 fruits et légumes par jour, elle n'est pas du tout pédiatrique, donc elle ne peut pas s'appliquer vraiment à la pédiatrie. Donc, on arrive à nos 4 piliers. Nos 4 piliers, le fer, le calcium, les acides gras essentiels, le DHA et les phytonutriments. J'ai rajouté au milieu les féculents. Les féculents, il n'y a pas de carence quand on ne mange pas de féculents. Mais ça permet d'amener des calories. Donc, les féculents, ça peut être important, ce n'est pas un pilier indispensable.
Mais enfin, ce n'est pas un problème. Les enfants aiment les féculents. Les enfants aiment les produits laitiers, ils aiment les produits carnés. Un peu plus compliqué pour le poisson. Ils n'aiment pas beaucoup les végétaux. Je pense que la nature est bien faite. Et si on les a attirés vers les produits laitiers et produits carnés, c'est qu'il y avait sûrement une raison. Alors pourquoi j'ai parlé de piliers? J'ai parlé de piliers parce que lorsque les 4 piliers sont en place, c'est-à-dire après le repas, eh bien, l'enfant a le droit aussi de prendre du plaisir. Et je regrette, et c'est pour ça que je voudrais terminer là-dessus, qu'on ne parle pas assez de plaisir culinaire chez l'enfant. Aujourd'hui, on les interdit. Le sel, le sucre, attention, pas de ci, pas de ça, manger plein de fruits et légumes, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Et on oublie le plaisir. Donc, je terminerai en parlant du plaisir. Oui, lorsque les 4 piliers sont en place, pas avant, donc pas avant le repas, pas entre les repas, pas au milieu du repas, mais à la fin du repas, les enfants ont le droit de prendre du plaisir et de consommer ce qui leur fait plaisir. Des bonbons, des chocolats, des sodas. Oui, après chaque repas, mais pas avant, pas pendant. Et je peux vous assurer qu'avec un bon équilibre nutritionnel que j'ai essayé de vous narrer ici, mais aussi avec du plaisir pour éviter cette peur qui est en train de gagner la France entière et notamment les jeunes adolescents que je vois de plus en plus, je pense que les enfants et les adolescents se nourriront beaucoup mieux. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je pense qu'il y a énormément de questions et je vais essayer d'y répondre. Merci Patrick pour cette conférence qui effectivement a été très riche et qui a généré énormément de questions. Donc, j'ai vu ça, j'ai pas pu lire. On va s'empresser d'y répondre parce qu'effectivement, on a un enjeu de pouvoir y répondre à la totalité. Alors, on va commencer par les questions qui touchent plutôt la phase des tout-petits. Et j'ai une première question sur le lait maternel parce que la nature est effectivement bien faite et on se pose la question pourquoi il n'y a pas assez de fer dans le lait maternel? Parce qu'il est supposé bien répondre aux besoins de l'enfant. Alors, c'est une excellente question. La nature est très bien faite. Pourquoi il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fer dans le lait maternel? Parce que si le fer est extrêmement important, il est aussi extrêmement toxique quand il est en excès. Et donc, pendant les 6 premiers mois de vie, l'enfant se sert principalement du stock qu'il a fait in utero pendant le dernier trimestre de la grossesse. C'est pour ça que les prématurés doivent être systématiquement supplémentés. Et puis, le nouveau-né naît avec 17 grammes d'hémoglobine et l'hémoglobine baisse jusqu'à 12 grammes. Le fer est récupéré de cette baisse d'hémoglobine. Et donc, il se sert de cette récupération du fer et du stock de fer qu'il a fait pour assurer les besoins au cours des 6 premiers mois de vie. Et donc, les enfants qui ont des variants génétiques qui font qu'ils absorbent anormalement le fer, on va sûrement parler des végétariens tout à l'heure, eh bien, ceux-là, ils sont protégés d'avoir un excès de fer à travers l'allaitement maternel, excès de fer qui peuvent avoir des conséquences aussi graves que la carence. Donc voilà, c'est la nature qui avait comme ça, c'est une observation, mais c'était une question effectivement très intéressante. Et si jamais on doit donc supplémenter, c'est plutôt une forme de… Quelle supplémentation en général vous conseillez? Alors, c'est des supplémentations médicamenteuses. On a donné une formule, alors qui peut paraître un peu compliquée, c'est 7 moins le volume de lait bu divisé par 100. Je m'explique. Un enfant qui est exclusivement allaité, il ne boit pas de lait infantile, donc c'est 7 moins 0, ça fait 7 mg par jour de fer. Un enfant qui boit par exemple 200 ml de lait infantile et le reste en tété, 2 biberons, 3 tétés. À ce moment-là, ça fait 7 moins 2, 5 mg de fer par jour. Je répète parce que je n'ai peut-être pas été très clair dans ma présentation. Après 6 mois, c'est ceux qui sont exclusivement allaités, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout de lait infantile, ou qui sont majoritairement allaités, c'est-à-dire qui ont plus de tétés au sein que de lait infantile. Ce sont des recommandations de la Société française de pédiatrie, mais aussi de l'Académie américaine de pédiatrie, qui, pour être honnête, les avait faites bien avant nous. Et justement, pour rester dans l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, est-ce que, comme on n'introduit pas les allergènes, est-ce que ça augmente après les risques d'allergie? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que l'allaitement protège ou au contraire augmente? Franchement, je crois qu'on ne peut pas très clairement répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut favoriser l'allaitement et que les bénéfices de l'allaitement sont infiniment supérieurs aux risques potentiels qu'il est très difficile de démontrer. Donc, je ne répondrai que par allaitement à favoriser absolument jusqu'à 4 mois. La diversification se fait à 4 mois chez les enfants allaités. La recommandation de l'OMS, qui est l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, est destinée aux pays en voie de développement où le problème n'est pas l'allergie, mais l'infection. Nos pays industrialisés, c'est l'allergie
et non pas l'infection. Et donc, on prévient l'allergie, comme je l'ai dit dans ma conférence, par une diversification entre 4 et 6 mois, comme tous les autres enfants. On a eu aussi une question sur le lait thermisé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le lait thermisé, Agnès? Vous savez? Non, pas bien. On va demander à la personne qui a... Je ne sais pas ce que c'est, le lait thermisé. Alors, est-ce que c'est du lait de mère qui a été lyophilisé, c'est-à-dire donné chez les prématurés? On va demander peut-être à la personne qui a posé la question. Oui, on va lui demander la question si elle peut préciser ce que c'est. En attendant, on a aussi beaucoup de questions sur la diversification menée par l'enfant. Quel est son intérêt ou au contraire peut-être ses défauts? Qu'est-ce que vous en pensez de la DME? Alors, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de la DME. Le premier avantage, qui est probablement le principal, c'est que la DME, je rappelle ce que c'est. Hein, c'est dès que l'enfant tient 6 vers 6 mois, on lui donne des petits morceaux. Il a l'appréhension à la main. Alors, le premier avantage, qui est largement prouvé, c'est qu'il y a beaucoup moins de troubles de l'oralité. Ils ont des morceaux très très tôt dans la vie. Je vous ai dit qu'il fallait les introduire vers 10 mois. Là, ils les ont dès 6 mois. Ces enfants-là ne font jamais de refus des morceaux. Le deuxième avantage qui est mis en avant, c'est la diversité, puisqu'on mange souvent très proche de ce que mangent les parents. C'est vrai aussi, hein, quand on a une diversité, probablement très tôt dans la vie, probablement qu'on ait un plus grand répertoire alimentaire plus tard. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec la cuillère, puisqu'il suffit de faire des préparations qui soient différentes. Un avantage qui est mis en avant et qui est totalement faux, c'est la prévention de l'obésité. Là, on oublie. Ça, ce sont les avantages. Les désavantages, maintenant, ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est le risque de fausse route. Alors, je rassure, les fausses routes sont très rares, mais comme l'enfant prend des morceaux lui-même, il peut faire une fausse route. C'est pour ça qu'il faut rester à côté. Or, si on a l'autre enfant qui tombe dans les escaliers, on va se précipiter, et pendant qu'on n'est pas là, l'enfant peut faire une fausse route. Donc ça, c'est le premier risque, très rare soit, mais qui existe. Et le deuxième, ce sont les carences. Je vous ai dit d'aller ajouter de la graisse. Là, on étale sur la table. Oui. Donc, ajouter de la graisse sur la table, c'est pas très, très aisé. Donc, pour les doigts, comme il mange avec les doigts, c'est pas très pratique. Voilà, je suis pas un grand fervent. Je vous ai donné les avantages, je vous ai donné les inconvénients et les gens décideront. On a posé aussi une question sur le soja chez les enfants de moins de 3 ans. Alors, vous savez qu'il n'existe plus en France de préparation infantile à base de soja, donc ça ne concerne pas la France, mais si d'autres pays nous écoutent, ça peut les concerner. Il y a eu effectivement en 2005, 2007, je ne sais plus, une recommandation pour diminuer le soja pour les phytoœstrogènes. Pour être honnête, les preuves ne sont pas très solides. Mais bon, comme je vous ai dit, avant 3 ans, il faut vraiment donner plutôt des laits infantiles, hein, premier âge de l'image lait de croissance. Or, il n'existe pas en France de préparation infantile à base de soja. Donc, le problème ne se pose pas. Je déconseille les produits à base. Parce qu'il y a des petits desserts, il y a des boissons végétales. Voilà, donc il faut les éviter. Mais encore une fois, ce n'est pas une recommandation puisqu'il faut donner des préparations infantiles jusqu'à au moins 3 ans. Mais pour moi, pour être honnête, je ne suis pas très, très inquiet sur le risque des phytoœstrogènes. Les preuves n'étaient quand même pas très solides. On a besoin aussi de votre éclairage sur les produits laitiers au lait cru, notamment les produits laitiers au lait cru, mais mi-cuits. Est-ce que ceux-là, on peut les donner ou on les évite ou on se limite à tout ce qui est pâte cuite, mais pas mi-cuite? Alors, il faut savoir que les fameux Escherichia coli dont j'ai parlé est extrêmement sensible à la chaleur. Donc, dès que c'est un peu cuit en totalité, je vous ai parlé des steaks hachés. Vous savez, le steak haché, au milieu, il peut ne pas être cuit, hein. Dès que c'est cuit en totalité, mi-cuit ou pas d'ailleurs, le risque est extrêmement faible, sinon nul. Encore une fois, il y a 100 cas de syndrome hémolytique et urémique en France par an. C'est très, très rare, mais c'est une maladie qui peut être très grave, comme je l'ai dit. Et donc, c'est par sécurité, et tous les néphrologues sont d'accord avec ça, qu'il faut éviter les fromages non pasteurisés, donc les mi-cuits, pourquoi pas, et puis les viandes hachées mal cuites. Par contre, les beefsteaks, si on en donnait, si on fait un beefsteak qu'on cuit donc les 2 faces, même si c'est cru à l'intérieur et qu'on le hache après la cuisson, il n'y a pas de risque parce que les bactéries se trouvent sur la surface de la viande et non pas à l'intérieur. Donc après, il y a une question aussi, un petit point à éclairer parce que on a posé la question si les recommandations que vous partagez avec nous aujourd'hui sont bien de la Société française de pédiatrie et non vos recommandations personnelles.
Alors, il y a les deux. Quand c'était la Société française de pédiatrie, je l'ai précisé, c'est notamment pour le lait de croissance, la viande et le calcium. Pour les autres, c'est effectivement une recommandation personnelle et je m'estime peut-être de manière très prétentieuse qu'avec 31 années d'expérience dans le service de référence français de nutrition pédiatrique, je pouvais donner mon avis et j'ai essayé bien évidemment de l'étayer avec des preuves scientifiques. Alors, nos participants ont aussi participé, émis que dans leur cadre de leur pratique, ils rencontraient de plus en plus de parents végétariens et donc ils aimeraient avoir de votre part des conseils pour quoi leur dire pour leurs enfants. Alors, je vais aller au-delà, je vais parler des végétaliens et les végétariens qui parfois consomment des produits laitiers, on s'accordera. Alors, très tôt dans la vie, c'est simple. Il y a des préparations infantiles à base de riz en France. J'ai bien dit les préparations infantiles, j'avais dit des jus de riz. Et là, ils remplacent les préparations infantiles à base de lait sans aucun problème. Donc, il faut dire à ces parents-là, très bien, vous pouvez faire un régime végétalien, 700 millilitres jusqu'à 1 an, et il faut les continuer au-delà. C'est-à-dire que là, il faudrait au moins 500 millilitres par jour de préparation infantile à base de riz. Il en existe même de 3e âge. D'accord. Et il faut même les continuer jusqu'à 6 à 10 ans. C'est pas si simple. Oui, pour les plus grands, donc c'est tout à fait possible de faire un repas végétarien et végétalien très tôt dans la vie. Il faut juste assurer tous les volumes que j'ai donnés, c'est-à-dire 700 millilitres au moins de 6 mois à 12 mois, puis ensuite au moins, on a vu 360 millilitres, on va aller jusqu'à 500 pour être sûr d'avoir tous les besoins. Le problème se pose ensuite chez les adolescents, où là, eh bien, il faut lister toutes les carences qui sont possibles. Donc, il y a la carence en fer. Alors, juste un point là-dessus, assez important. Lorsqu'on fait un régime végétalien ou végétarien sans viande, la première carence qui apparaît, c'est la carence en fer. Il faut 2-3 mois pour que la carence en fer apparaisse. Les enfants sont fatigués et ils arrêtent le régime. Certains ne sont pas fatigués. Ça fait partie de ceux qui ont une anomalie de l'absorption du fer et qui absorbent anormalement le fer. Et ceux-là, ils sont végétariens, voire végétaliens depuis des mois ou des années, ils ne sont pas carencés en fer. Et d'ailleurs, quand ils ne le sont pas, ils ont souvent un stock de fer trop important. Donc, chez les végétaliens, je prends l'extrême, on dose d'abord la ferritinémie. Certains ne vont pas être carencés, ceux-là, ils peuvent continuer. Et les autres, il faut les supplémenter. Sinon, il y a des carences aussi en calcium, quasi systématique quand on ne mange pas de produits laitiers, il faut les supplémenter. En vitamine D, on double les supplémentations, 50 000 unités toutes les 6 semaines. Il y a la fameuse vitamine B12 pour les végétaliens, carence systématique, qu'il faut donc systématiquement supplémenter. Et puis enfin, le DHA qu'on trouve dans les poissons. Il y a là pour les végétaliens des produits à base d'algues, je l'ai cité dans ma conférence, des produits à base d'algues qui permettent d'assurer ces besoins. Donc on peut être végétalien tard, la seule chose, c'est qu'il faut des compléments, jusqu'à 5 compléments par jour. Mais bon, après, c'est un choix idéologique. Et notre travail, nous, de médecins, c'est pas de juger, c'est d'aider. Oui, c'est d'accompagner, de leur donner. Et toujours dans la tendance végétarienne, vous savez que le repas à l'école, en restauration collective, le repas végétarien est rentré dans les écoles. Qu'en pensez-vous? Alors, bon, c'est la loi Egalim de 2018 qui impose au moins un repas végétarien par semaine, enfin un repas sans viande plus exactement par semaine. Alors, si on parle de nutrition, sincèrement, retirer un des 21 repas hebdomadaires, retirer de la viande, c'est pas ça qui va les carencer. Donc, nutritionnellement, rien à dire. Par contre, pour la symbolique éducationnelle, là, je suis beaucoup plus inquiet. Parce qu'on fait croire aux enfants qu'ils doivent diminuer leur consommation de viande. Or, je l'ai dit pendant ma conférence, le nombre d'enfants que j'ai vus dans ma carrière, dans mes 31 années de carrière, qui étaient carencés en fer parce qu'ils ne mangeaient pas assez de produits carnés, je ne peux même plus les compter. C'est j'ai dit des milliers, c'est innombrable, j'en vois quasiment tous les jours. En 31 ans, faites le calcul. Donc, c'est la symbolique qui m'embête. Voir l'utilisation politique après, vous savez que le maire de Lyon avait été jusqu'à interdire ou à exclure la viande dans tous les repas des jeunes, de ces jeunes administrés. Là, non. Non. En tout cas, j'irai pas trop là-dessus parce qu'on entre dans l'idéologie et la politique. Moi, je reviens à la nutrition et la recommandation de la Société française de pédiatrie dans le groupe de travail que j'ai coordonné, c'est 2 produits carnés par jour.
Et justement, dans les produits carnés, qu'est-ce que vous avez inclus dans votre étude? Qu'est-ce que ça englobe? Alors, ça englobe tous les produits carnés, le bœuf, l'agneau, le porc, le veau, le cheval, qui, vous savez, tout le monde n'aime pas manger du cheval, mais c'est très riche en fer, les gibiers, qui sont encore plus riches en fer, le chevreuil est 3 fois plus riche en fer que le bœuf, et puis on peut aller jusqu'aux abats, le foie est très riche en fer, et puis il y a le summum, qui est le boudin noir, c'est du sang, alors c'est du boudin noir de pomme, il faut supporter de manger du sang et du porc. Et là, moi je traite mes patients par du boudin noir. Je préfère leur donner du boudin noir que des médicaments à base de fer. Et je peux vous assurer, et si feu, mon maître l'Estradé m'entend, on connaît ça. Vraiment très, très heureux de m'entendre. Et justement, ce boudin noir, il peut être introduit à partir de quel âge? Justement, quand on veut agir précocement. Dès 4 mois, on peut introduire le boudin noir. Donc, tous les aliments peuvent être introduits dès 4 mois. C'est une recommandation consensuelle. D'accord. Alors, après, c'était des questions sur le sucre. Et le sel. Comment savoir qu'on propose quelle quantité on peut estimer comme raisonnable? Est-ce que la communication qu'on fait autour du sucre, quelle est l'intention? Est-ce que c'est de faire peur de l'obésité? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de développer plus tard des troubles du comportement alimentaire parce qu'il y a eu une sorte d'interdit pendant l'enfance? Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? Alors, raisonnable, c'est le bon sens, hein, je ne vais pas vous donner des volumes. On ne va pas vider la salière dans le plat du nourrisson. On va juste, les grands cuisiniers, vous savez, mettre du sucre dans les plats salés et du sel dans les plats sucrés. C'est quelque chose qui est connu, ça rehausse le goût. Donc, c'est juste leur donner un peu de goût. Cette peur du sel et du sucre, je vous ai montré quelques diapositives ici, il n'y a vraiment aucune preuve de leur toxicité. Et notamment, ce qui est avancé par certains, l'habitude à l'âge adulte. Oui, on peut habituer les enfants, comme je l'ai dit, à aimer le petit suisse sucré, les yaourts sucrés. Après, quand on leur proposer des petits suisses et des yaourts non sucrés, ils ne vont pas aimer. Ça veut pas dire qu'ils vont apprécier le sucre en général. Donc, là encore, c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est-à-dire arrêter. Et je l'ai dit, les auxiliaires de puériculture, dans les crèches, on nous dit mais merci, parce qu'on nous impose des repas sans sel et sans sucre. Souvent à la maison, d'ailleurs, ils ont un peu de sel et du sucre. Et les enfants n'aiment pas. Donc, revenons un peu au raisonnable, au bon sens, au sens du bon d'ailleurs, parce que c'est aussi le goût. Et alors, aucun lien. Vous savez qu'on est le service de référence dans la prise en charge de l'obésité, hein, c'est notre topic de recherche. Aucun lien entre sucre et obésité. Il faut arrêter avec cette idée-là. L'obésité, c'est une maladie quasi exclusivement génétique chez l'enfant. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait donner du sucre à tout va. J'ai même dit le contraire. J'ai même dit qu'il fallait jamais de produits plaisir avant les repas, entre les repas, pendant les repas, pas de soda pendant les repas, et après le repas. Et ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à force d'interdire les produits, les enfants sont encore plus attirés. La meilleure façon, c'est de l'avoir à volonté, mais avec une règle. Et la règle, c'est tu prends des bonbons si tu veux, mais uniquement à la fin de ton repas. Et ça, je peux vous assurer, pour l'avoir fait avec mes propres enfants, que ils ne sont absolument pas attirés. Au contraire, ça fait partie des aliments comme les autres. Comme nous, on prend un café. Et je pense que ça n'a jamais tué personne de prendre un café après un repas. Moi, je fais un petit aparté, avec mes enfants, c'était pareil. Je faisais un plateau de produits plaisir et ils choisissaient. Et c'était génial parce c'est eux qui choisissaient leur plaisir. Et du coup, j'ai pas eu ça a été, voilà, ils étaient contents. Donc, c'était une petite astuce qui marchait très, très bien. Après, vous avez raison, Agnès. À force d'interdire, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont, je crois que c'est ce que vous avez dit, et l'une des personnes a posé cette question-là, ça va plutôt donner des troubles du comportement alimentaire du genre, ils vont être attirés par le sucre, hein, ce qu'on appelle très indûment l'addiction au sucre. En réalité, en faisant ce que je vous ai proposé, vous n'aurez pas d'attirance particulière pour le sucre. Il deviendra un aliment comme les autres. Après, il y a des questions sur la teneur en sodium dans les laits, les formules infantiles. Non, elle est parfaitement réglementée, donc ce n'est pas un problème. D'accord. Est-ce que les laits de croissance, donc vous préconisez les laits de croissance jusqu'à assez longtemps, et ils sont souvent sucrés et aromatisés. Est-ce que si on ne les aime pas, on peut envisager de garder le lait de suite?
Alors oui, alors le lait de suite est un peu moins riche, le lait de suite c'est le lait de deuxième âge, un peu moins riche en fer, mais aujourd'hui il existe quasiment autant de lait de croissance ni aromatisé ni sucré que le lait de croissance aromatisé et sucré. Mais je vais vous dire quel est le problème. C'est que vers 3-4 ans, l'enfant a un répertoire alimentaire qui est très très large et vous avez tous goûté des laits infantiles, c'est pas bon pour nous adultes. Le métallique, c'est pas bon. Et donc, le risque de donner un lait de croissance non aromatisé, non sucré, c'est que l'enfant, au bout d'un moment, ne trouve pas ça bon et arrête. Ce qui est beaucoup plus grave que de lui donner un lait aromatisé et sucré qui, alors le seul risque que j'ai vu, on ne parle pas d'obésité bien évidemment, ni d'appétence accrue pour le goût sucré, je vous ai dit que tout ça, c'était absolument pas démontré, c'est tout simplement qu'un enfant qui a été habitué, c'est toujours le même problème, hein, à boire du lait sucré aromatisé, ensuite, il va aimer au lait de vache, il voudra un lait sucré et aromatisé. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Alors on l'aromatisera avec du chocolat, pourquoi pas la vanille si on a envie. Le principal, après le lait de croissance, comme je l'ai dit, c'est qu'il continue à consommer ces 3-4 produits laitiers par jour, qui, comme je l'ai dit également, est une recommandation consensuelle. On va revenir sur les apports en protéines. Donc, si ce n'est pas relié à la prévention de l'obésité ou aux maladies rénales, quel est l'argument pour… parce qu'on préconise des apports en protéines, et quel est l'argument pour maîtriser l'apport en protéines? Alors, l'argument, c'était la prévention de l'obésité. Mais et si on retire cet argument? Ah ben, si on retire cet argument, il n'y en a pas parce que c'est le seul qu'ils ont mis en avant. Ça a été d'abord pris par l'ESGAN, hein, qui est la Société européenne de gastroentérologie et nutrition pédiatrique, qui a fait deux colonnes entières dans son article uniquement fixées sur la prévention de l'obésité. Je n'ai pas le temps de bien développer ici, mais l'article, comme je l'ai dit, est totalement biaisé et d'autres articles qui ne sont jamais cités montrent le contraire. Quant aux reins qu'on évoque souvent, il y a 0,00 publication. Et d'ailleurs, même la Société européenne de pédiatrie, qui, encore une fois, recommande de limiter les protéines pour prévenir l'obésité, ne parle pas sur une seule ligne du rein. Comme quoi, ils ont, comme moi, trouvé un argument sur la toxicité rénale éventuelle d'un excès de protéines. Sinon, je pense qu'ils l'auraient évoqué. On va rester toujours dans le domaine. Quels sont vos conseils quand les enfants n'aiment pas la viande? Alors, quand ils n'aiment pas la viande, encore une fois, je vais jusqu'à l'extrême, les végétaliens, il faut leur faire une prise de sang pour voir s'ils sont carencés en fer. Encore une fois, certains enfants peuvent manger très très peu de viande sans être carencés en fer. Je vous ai montré, il y a une courbe de Gauss. Ceux qui sont à gauche de la courbe de Gauss, ils ont besoin de très peu de fer. Et le fer dans les végétaux leur suffit. C'est pour ça que certains végétaliens, qui le sont depuis des années, ne sont pas carencés en fer. Donc, s'ils n'aiment pas la viande, peut-être que la nature est bien faite. Peut-être qu'ils n'aiment pas la viande parce qu'ils absorbent anormalement le fer et qu'ils n'ont pas besoin de viande. Mais malheureusement, quand même, la plupart des enfants, en tout cas c'est mon expérience professionnelle, qui n'aiment pas la viande sont carencés en fer. Et là, on fait une prise de sang. Déjà, on essaye d'augmenter et on fait une prise de sang. Et si la prise de sang montre effectivement qu'ils sont carencés en fer et qu'ils ne veulent pas manger de la viande ni du boudin, on les supplémente. C'est extrêmement fréquent. Hein. C'est de loin la prescription que je fais le plus, la supplémentation en fer. Et justement, nous avons eu des questions. Vous savez, en Asie, ils mangent relativement peu de produits laitiers, peu de produits carnés. Et pour autant, ils n'ont pas beaucoup de carences. Comment ça s'explique? Alors, dans les pays en voie de développement, je parle de cela, parce que quand on parle de l'Asie, Pékin, etc., c'est comme Paris. Mais je parle des vrais pays en voie de développement, auxquels je m'intéresse beaucoup, notamment des pays africains. Je suis président de l'Association des pédiatres de langue française, qui regroupe toutes les sociétés francophones essentiellement africaines. Eh bien, il faut savoir que la carence en fer atteint jusqu'à 60% des enfants. Bon, c'est pas mal quand même, c'est-à-dire 2/3 des enfants. Ça, c'est pour la carence en fer. Donc, vous voyez, ils ont effectivement très peu accès aux produits carnés, 60% sont carencés. Quant au calcium et à l'Asie, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On dit les Finlandais mangent beaucoup de calcium, les femmes finlandaises, elles ont plus de fractures du col du fémur après la ménopause que les femmes asiatiques. Alors, il y a deux choses. La première, c'est tout simplement que le col du fémur des Asiatiques est un peu différent et moins soumis aux contraintes et moins de fractures, mais surtout, et c'est une découverte française qui date de plusieurs années, c'est la sélection génétique. Les femmes asiatiques ont une mutation du récepteur de la vitamine D qui fait qu'elles absorbent 3 fois mieux le calcium que les européennes. Et donc, elles ont besoin de 3 fois moins de calcium
pour ne pas être carencée. Sans compter aussi qu'après la ménopause, elle mange beaucoup de soja et les phytoestrogènes des soja peuvent un peu prévenir les effets néfastes de la ménopause. Donc, il faut faire attention à ces comparaisons. Effectivement, quand on est asiatique, sûrement par sélection génétique, on a moins besoin de calcium que quand on est européen. Alors, une autre question sur la prévention de l'obésité. Quel repère on peut adopter si on ne peut plus se fier au rebond d'adiposité? J'ai bien dit qu'on ne pouvait pas prévenir en prenant en charge les enfants au moment de rebond d'adiposité. Je n'ai pas dit que le rebond d'adiposité n'était pas un paramètre qui montrait que l'enfant avait plus de chances de devenir obèse. C'est vrai. C'est-à-dire qu'un rebond précoce fait que l'enfant a plus de risques de devenir obèse. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, si on est scientifiquement honnête, il n'existe aucune preuve scientifique solide pour dire voilà le moyen pour prévenir l'obésité. Et puis tous les gens de terrain qui m'écoutent doivent le remarquer. Autre point important, parce que souvent j'entends dire ce que tu dis, c'est pas vrai. Moi j'ai eu un enfant de 2 ans, j'ai corrigé ses erreurs et j'ai amélioré son devenir. Je rappelle que 80% des enfants gros avant 2 ans évoluent spontanément favorablement. Donc on a simplement accéléré éventuellement une évolution spontanée. Et avant 6 ans, c'est 60%. C'est-à-dire que 60% des enfants entre 2 et 6 ans qui sont gros évoluent spontanément favorablement. Donc, non, aujourd'hui, il faut être scientifiquement honnête. On ne sait pas prévenir l'obésité, c'est comme ça. Je le déplore en tant que spécialiste de l'obésité, je le déplore, je suis le premier à le déplorer, mais je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas de moyen objectif démontré de prévention de l'obésité. Autre question, quand un enfant n'aime pas le lait, donc tous les laits, toutes les formes de lait, comment on arrive à justement profiter de tous les avantages du lait de croissance? Alors, le lait ou le lait de croissance, parce que… C'est un peu la même chose, c'est une forme lactée, quoi. C'est le lait liquide. Est-ce que il n'aime pas le lait, il n'aime pas ce… Du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir comme alternative? Alors, on va prendre le lait de croissance, parce que c'est 2 problèmes différents. Le lait de croissance, c'est le fer. Hein. Donc, quand il n'aime pas le lait de croissance, eh bien, il faut lui donner beaucoup de viande. Hein. Je vous l'ai montré. C'est vraiment, il faut entre 100 et 150 grammes de viande par jour. Donc, soit on a la chance d'être devant un enfant qui aime beaucoup la viande. Et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de lait de croissance. Et le boudin. Vous m'avez retiré de la bouche, Agnès. Sinon, et là, je resalue feu mon maître Lestradet. Le boudin, et encore une fois, je ne rigole pas. Je prescris énormément de boudin à mes patients, encore une fois, ceux qui l'acceptent. Je pense que c'est un fabuleux produit et qu'on devrait tous le réintroduire pour optimiser en douceur nos apports en fer, hein, ça c'est sûr. Bon, maintenant c'est du sang et du porc, ça limite un peu, mais voilà, c'est un excellent moyen. Quant au lait calcium, j'allais dire la partie calcium, comme je vous l'ai dit et comme on a fait dans ce groupe de travail, avec la publication qui va sortir incessamment sous peu, eh bien, à moins de 300 mg par jour, il faut supplémenter en calcium. Donc, un enfant qui ne mange pas 3 produits laitiers par jour ou qui ne boit pas de lait le matin et qui mange peu après, il faut lui donner du calcium. Ça fait pas mal d'enfants. Mais c'est comme ça qu'on va éviter les fractures pour tout le reste de l'existence. Surtout en période de croissance où c'est tellement important de construire un squelette solide. Qu'est-ce que nous avons encore comme question? Alors je vois, parce que je l'avais mis aussi pendant mon topo, mais je vois il y a énormément de questions. Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est assez impressionnant. Allez-y, je vous laisse. Non, mais voilà, la quantité de boudin, je pense c'est adapté parce qu'en fait, c'est les quantités de viande. Est-ce que vous avez un tableau qui dit quand même si c'est 2 produits carnés par jour, au total, ça représente quel grammage? Vous savez, c'est comme les fruits et légumes. On dit 5 fruits et légumes par jour. En réalité, une portion, c'est à peu près 80 grammes chez l'adulte. Donc, on pourrait dire 400 grammes. C'est compliqué. Nous, déjà, si aujourd'hui, les enfants consommaient 2 produits carnés par jour, on serait content parce qu'on est loin du compte. Donc après, pour les volumes, encore une fois, il y a une telle variabilité interindividuelle. Je suis passé rapidement sur la courbe de Gauss, mais certains enfants, en mangeant 1 produit carné par semaine, ils vont être presque surchargés en fer. D'autres, notamment des adolescentes, ils vont manger 2 produits carnés par jour, et j'en vois plein en consultation, elles vont être carencées en fer. Donc, les recommandations doivent être simples. Déjà, que les enfants mangent 2 produits carnés par jour,
Et après, on verra il n'y a pas de risque à manger trop de produits carnés. Voilà. Et quand vous parlez de carence, c'est à chaque fois diagnostiqué par un bilan sanguin ou c'est une enquête alimentaire qui montre qu'il y a un risque de déficit? Alors, les enfants n'aiment pas les prises de sang, hein, ça, comme vous le savez. Moi, je commence toujours par une enquête alimentaire. C'est simple, hein, combien tu manges pour les jeunes? Est-ce que tu bois du lait de croissance? Est-ce que tu manges de la viande? Et le premier conseil que je leur donne, bah, c'est d'augmenter la consommation de viande et éventuellement, je donne ce fameux boudin. Maintenant, bon, moi, ils ne viennent pas me voir pour ça, mais comme je suis très intéressé par le faire, comme vous le savez, j'apprends pour voir le problème. Et puis, quand vraiment on voit que le risque est réel ou qu'il y a des signes d'anémie, un enfant pâle, un enfant fatigué, bah, c'est la prise de sang, la ferritinémie, qui, avant 6 ans, lorsqu'elle est inférieure à 12 microgrammes par litre, ou après 6 ans, 15 microgrammes par litre, eh bien, on pose le diagnostic de carence en fer et on supplémente. On supplémente par le médicament que vous préférez, je ne ferai pas de publicité, ou bien on donne des produits riches en fer, ce qui est la première solution en dehors des situations où il y a une réelle anémie, c'est-à-dire non seulement une ferritinémie diminuée, mais aussi une hémoglobine diminuée, où là, il faut systématiquement supplémenter en fer, en plus, bien évidemment, de prévenir la récidive par une augmentation de la consommation de produits carnés. On va rester dans le domaine de la viande parce qu'aujourd'hui, autour de la viande, il y a aussi des enjeux écologiques qui influencent bien évidemment l'attitude des parents. Dans ces cas-là, quels sont vos conseils? Excusez-moi parce que je suis honteux, mais je lisais une question très intéressante là. Allez-y, allez-y. Vous pouvez me répéter parce que vous voyez, je ne peux jamais faire 2 choses à la fois. Allez-y. Non, répétez la question, excusez-moi Agnès. La question, c'était la dimension écologique vis-à-vis de la viande, quand les parents veulent justement restreindre la viande pour des raisons écologiques. Tout à l'heure, on a parlé du végétarisme, mais s'ajoute à ça aussi les dimensions maintenant écologiques, environnementales. Donc, du coup, quels conseils donnez-vous aux parents? Alors, je suis totalement incompétent en écologie. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai entendu autant de gens le discours dominant, c'est la consommation de viande agit sur le réchauffement climatique. Mais il y a aussi beaucoup de scientifiques, qu'on entend très très peu, qui disent que ça n'a aucune influence. Je ne suis pas compétent pour juger. Tout ce que je sais, c'est que pour des histoires écologiques, il y a un doute, ça c'est sûr. Et pour les raisons médicales, je pense sincèrement, et avec mes 31 années d'expérience, c'est une évidence, qu'il n'y a pas de doute. Donc, vous savez, nous, en médecine, c'est la balance bénéfice-risque. Les bénéfices de consommer 2 produits carnés par jour sont évidents. Les risques sont hypothétiques. Dans ce cas-là, nous, médecins, on choisit toujours le rapport bénéfice-risque favorable, c'est-à-dire de donner 2 produits carnés par jour. Voilà, la question intéressante, parce que je suis désolé. C'est sur la vitamine D ou c'est une autre? J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Non, c'est une personne, je crois, qui disait il y a de plus en plus de parents végétariens, on ne sait plus quoi faire parce que vous avez l'information. Oui, la Société de gastroentérologie et nutrition pédiatrique, le GFH-GNP, a fait des recommandations. Je peux les envoyer ou les mettre sur le site du FFAS pour justement les enfants végétaliens. Et c'est un groupe de travail que j'ai suscité et auquel j'ai bien sûr participé, et donc qui est la Société savante de nutrition pédiatrique française, qui a fait des francophones même, qui a fait des recommandations que je vous ai résumées, hein, avec les 5 compléments qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est toujours un sujet aujourd'hui qui est de plus en plus abordé dans les médias, auprès des parents, et c'est vrai que donner un message clair et pratique qui permet de prévenir les carences, c'est intéressant. Et je vais rebondir toujours sur ma vitamine D. Est-ce qu'aujourd'hui, à partir de quel âge il faut les supplémenter et à quelle fréquence? Alors là encore, la publication, je vous en parle, je suis désolé, elle va sortir, mais je vais vous donner les résultats avant. Il faut commencer dès la naissance. On peut se donner un délai de 2 semaines si on veut, mais il faut quand même commencer suffisamment tôt. Et c'est très simple, hein. De 0 à 2 ans, c'est 400 à 600 unités par jour. Pardon, 400 à 800, oui, je me trompe. 400 à 800 unités par jour, quelle que soit la couleur de l'enfant, quel que soit son mode d'alimentation. Les enfants allaités n'ont pas plus que les enfants qui sont au biberon. À partir de 2 ans et jusqu'à 18 ans, l'idéal est de continuer ces 400 à 800 unités par jour, mais bon, tous les jours, ça
pas simple. Et c'est pour ça que la deuxième solution, c'est de donner 50 000 unités tous les 3 mois. Ouais. Et si vraiment on a un adolescent qu'on ne peut attraper que 2 fois par an, c'est 100 000 unités, une fois en automne, une fois en hiver. Ouais. Mais encore une fois, l'idéal, c'est quotidien. Et puis tous les enfants à risque, notamment les enfants végétaliens, mais aussi les enfants obèses, les enfants à peau foncée, les enfants qui sont couverts toute l'année, eh bien ceux-là, on double les doses. Alors au lieu de 400-800, c'est 800-1600. Au lieu de 50 000 unités tous les 3 mois, c'est 50 000 unités toutes les 6 semaines. Et au lieu de 100 000 unités 2 fois par an, c'est 100 000 unités 4 fois par an, c'est-à-dire tous les 3 mois. Voilà, donc c'est très simple comme recommandation et elles vont sortir incessamment sous peu. Pareil, pour les enfants allaités, est-ce qu'il faut vérifier, faire une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas de carence en fer ou c'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire, la supplémentation doit être systématique. Encore une fois, c'est une recommandation qui date de 2010 de l'Académie américaine de pédiatrie, hein. Donc c'est pas d'hier et nous l'avons reprise en 2017. Ouais. Mais, attention, c'est après 6 mois, hein, j'ai bien précisé. Oui, après 6 mois. Après, est-ce que si jamais on supplémente les enfants avec de façon médicamenteuse, est-ce que les enfants supportent bien ou Alors, le fer est assez mal supporté, c'est vrai, ça donne des troubles digestifs, notamment des selles noires qu'il faut prévenir les parents. Idéalement, il ne faut pas le donner pendant les repas, le fer, pour une meilleure absorption du fer. Mais s'il est mal toléré, dans ce cas-là, il faut le donner pendant les repas. C'est un peu mieux toléré, un peu moins bien absorbé, mais un peu mieux toléré. Et puis là, je reviens toujours à la nature, hein. Rien ne vaut mieux que les aliments riches en fer. Et là, je ne vais pas insister sur le boudin, mais je peux vous assurer que le boudin est beaucoup mieux toléré que les médicaments. Et même quand vous mangez beaucoup de boudin, vous pouvez avoir aussi des selles noires, hein. Donc, c'est très riche en fer. Voilà, donc, voilà, c'est vrai que c'est un médicament très bien toléré. Et c'est pour ça que quand on me dit, plutôt que donner du lait de croissance, autant supplémenter, oui. Bon, après, c'est un problème politique. Est-ce qu'on transfère le coût de la famille à l'État? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est sûrement mieux toléré de boire du lait de croissance que d'avoir des compléments médicamenteux de fer. Et justement, par rapport au boudin, quand vous en parlez aux parents, ils accueillent cette proposition comment? D'abord, parfois, certains sont dégoûtés parce que le sang, ça les dégoûte. Bon, je ne parle pas de ceux qui ne mangent pas de porc, hein, bien sûr. Là, je n'évoque même pas le problème. Alors, même si, vous savez, il existe, mais c'est beaucoup plus rare, je ne sais plus comment ça s'appelle, du boudin de veau ou de bœuf. Mais c'est pour des raisons de coagulation, m'a-t-on dit, qu'on ne peut pas faire de boudin avec la viande de bœuf ou beaucoup plus compliqué. Bon. Et les autres, il y a certains parents qui me disent « Oh là là, moi ça me dégoûte, mais s'il faut que j'en donne à mon enfant, je le ferai. » Il y en a d'autres qui disent « Ah bah oui, c'est une très bonne idée, moi j'adore le boudin. » Vous savez, le boudin, vous en mangez comme moi, Agnès, il y a certains boudins qui n'ont pas de goût, hein. Et alors bien sûr, moi je préfère le boudin antillais, bien épicé, mais bon. Mais les enfants, après, ça fait des grimaces. Voilà. Mais c'est vrai que c'est super bon le boudin antillais. Mais c'est comme un médicament, hein. C'est comme un médicament. Le boudin antillais, c'est quand même un plaisir, hein, quand on mange ça, avec du rhum. Bon, pas pour les enfants. Hein. Alors, là, que pensez-vous des céréales infantiles pendant la diversification de l'enfant? Quelle est leur place? Alors, pas avant 4 mois, hein, parce qu'on ne diversifie pas avant 4 mois. Après, les céréales ne sont pas indispensables. Mais nous, on aime bien en donner. Et dans le livre, je vois que quelqu'un a parlé du livre qu'on fait Alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans de chez Masson, j'en profite, on va faire la nouvelle édition d'ailleurs pour 2023. On a dit qu'il fallait en donner vers 8 mois, tout simplement parce que en donnant des céréales infantiles, comme on veut que les enfants boivent 3 biberons par jour, ça remplit, ça fait du volume, hein, 3 biberons par jour, et ils peuvent, en buvant beaucoup de lait, avoir moins faim, par des raisons mécaniques, parce que ça augmente le volume. Et donc, le lait, c'est important pour les micronutriments, notamment le fer, mais ça n'amène pas énormément de calories comparé à la diversification. Or, en ajoutant des céréales, ça permet à la fois d'assurer les apports en lait infantile, ce qui va permettre donc les apports en micronutriments, et aussi d'apporter des calories, donc de rassasier l'enfant, de lui éviter d'être en carence énergétique. Donc, vers 8 mois, on peut ajouter des céréales infantiles, mais encore une fois, elles ne sont pas absolument indispensables, sauf
pour introduire le blé, le gluten, très tôt dans la vie, comme je l'ai signalé, mais voilà, on peut le donner aussi par ailleurs dans les diversifications, hein, dans la semoule ou autre chose. Alors, l'enfant et la caféine, à partir de quel âge on peut estimer qu'il peut commencer à prendre un peu de caféine? Alors, on va me répondre que dans certains pays, notamment en Amérique du Sud, on commence très très tôt la caféine. Bon, c'est pas la tradition en France. Le problème de la caféine, c'est essentiellement l'accélération de la fréquence cardiaque. Et vous savez, là, il y a une marque très très connue qui contient notamment de la caféine, et les adolescents aiment bien dans les soirées prendre de la vodka avec ce produit-là, et ils en prennent beaucoup. C'est comme s'ils prenaient 10 tasses de café, et ces 10 tasses de café accélèrent la fréquence cardiaque, et sur un cœur qui a des troubles du rythme, ça peut être dramatique. Franchement, c'est difficile de dire qu'il faut donner du café très tôt dans la vie, mais je peux pas vraiment répondre scientifiquement. Mais imaginons qu'un enfant aime le café au lait. Ah, le café au lait, c'est des petites quantités, c'est l'équivalent d'un café au lait. Je ne peux pas répondre de manière scientifique, donc je suis toujours un peu gêné. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en Amérique du Sud, certains, dès 3-4 ans, boivent du café et ils ont l'air de se porter très très bien. Bon, voilà. Maintenant, traditionnellement en France, c'est plus le chocolat que le café. Maintenant, je ne saurais pas vous donner un âge précis pour le café. Une question sur les aliments ultra transformés. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'essaie de comprendre les aliments ultra transformés. Ça fait 31 ans que je fais de la nutrition. Je n'arrive pas à bien comprendre cette peur qu'il y a. Je pense que c'est des biais, c'est-à-dire ceux qui mangent des aliments ultra transformés, qui existent depuis longtemps, hein, les saucisses. Moi, j'ai 61 ans, j'en mangeais des saucisses quand j'étais enfant. Donc, c'est pas quelque chose de récent. Et ceux qui mangent des aliments ultra transformés, c'est souvent ceux qui ont aussi d'autres facteurs de risque à côté. Alors, bien évidemment, les statisticiens vont me dire, mais on en tient compte. Les statistiques ne sont pas du 100%. On ne peut pas parfaitement effacer ces problèmes de la viande et du risque de cancer du côlon. Les gros consommateurs de viande, c'est des gros mangeurs, des bons mangeurs, ils sont un peu gros, ils sont sédentaires, ils boivent de l'alcool, ils fument du tabac. Tout ça sont des facteurs de risque démontrés de cancer du côlon. Même si les statisticiens essaient de les effacer, on a du mal à les effacer. Pour moi, c'est le même problème avec les aliments ultra transformés. Donc, on accuse de multiples maux, bien sûr de cancer, de maladies cardiovasculaires. Ça ne concerne pas l'enfant. Chez l'enfant, la seule chose qu'on peut dire, c'est que quand il y a beaucoup d'additifs, certains additifs, c'est très rare, hein, on a fait une publication là-dessus, peuvent donner une allergie. Alors, c'est sûr que quand vous avez 50 additifs, vous augmentez le risque d'allergie que quand vous avez un aliment brut avec un seul type de protéines. C'est le seul risque que je mettrais en avant, c'est-à-dire que plus on multiplie les allergènes, plus on multiplie le risque allergique. Mais c'est vraiment le seul risque que je mettrais en avant dans les aliments ultra transformés. Est-ce que pour vous, tous les sucres se valent pour l'enfant, le sucre blanc, roux Très bonne question. Vous savez qu'il n'y a que 3 sucres qui sont absorbés par l'être humain. Le glucose, le fructose et le galactose. On va mettre le galactose de côté, hein, vous savez, c'est surtout dans le lait, dans le lactose qu'on en trouve. Et donc, le glucose et le fructose, celui qu'on trouve dans les végétaux, celui qu'on trouve dans le pain, mais celui qu'on trouve dans les sodas et les bonbons, c'est exactement le même glucose, exactement le même fructose. Donc, oui, tous les sucres sont équivalents, même s'ils ne sont pas identiques à l'extérieur. Une fois qu'ils entrent dans l'organisme, la molécule de glucose qui se trouve dans un soda, c'est la même que celle qui se trouve dans un fruit. Pareil pour la molécule de fructose. Donc, ces fameux sucres ajoutés dont on fait tout un bins, notamment autour des sucres ajoutés industriels, qui sont, vous savez, les sirops de glucose-fructose, où on prend de l'amidon de maïs ou de blé, on retire le glucose, parfois on isomérise un peu de glucose en fructose, et donc ce que l'enfant va absorber, c'est du glucose et du fructose, le même que celui qui se trouve dans les végétaux. Donc oui, tous les sucres sont équivalents, en tout cas quand ils sont absorbés. Et que les choses ne soient pas différentes de ce que je veux dire. Je n'ai jamais dit sucre à volonté chez l'enfant. À aucun moment, vous m'avez entendu dire ça. Au contraire, je vous ai même dit on limite après les repas. J'ai dit on ajoute raisonnablement du sucre dans les aliments. Mais il faut arrêter cette phobie du sucre. Et j'ai vu dans mes 30 années d'expérience une phobie du sucre qui, à mon avis, a plus d'effets délétères que bénéfiques. Une question sur les poissons gras, parce que vous savez, il y a le problème des polluants. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je ne sais pas si c'est la personne qui a posé la question sait d'où ça vient. Ça vient du Japon. Il y a eu au Japon une usine qui a déversé ces produits, ces déchets dans la mer, et il y avait notamment plein de mercure. Et donc, les poissons qui étaient dans la mer ont été bourrés de mercure, et les mamans qui ont consommé ça alors qu'elles étaient enceintes, leurs enfants, ont eu des gros problèmes neurologiques, et y compris certains jeunes, très jeunes enfants qui avaient consommé du poisson. Donc, à partir de là, Frances a fait toute une peur autour du mercure. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de publication, en tout cas j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, de publication qui, en dehors de cette publication, hein, je ne me souviens plus de la ville, mais on peut retrouver ça sur Internet, Manimata, je crois. En dehors de cette ville, n'a montré de toxicité du poisson. Et j'ai la chance d'aller dans les îles françaises, et quand là-bas, notamment à Tahiti, quand je dis que la recommandation, c'est de ne pas dépasser 2 portions par semaine, on me regarde bizarrement en disant, mais attendez, ici, nous, dès l'enfance, on mange du poisson tous les jours. On n'est pas plus idiot que les autres. Donc, là encore, on va me dire, oui, mais il y a du sélénium qui inhibe le mercure. Non, je crois qu'il faut raison garder. Aujourd'hui, le problème en France, ça n'est pas de limiter la consommation de poisson, je l'ai dit dans ma conférence, c'est d'inciter les enfants à manger du poisson. Parce que s'il y a une chose qui est difficile de faire manger aux enfants, ce n'est pas la viande, ce n'est pas les produits laitiers, c'est le poisson. Donc, n'inversons pas le problème. Le problème, c'est de donner, comme le recommande l'ANSES, 1 à 2 portions de poisson par semaine. Ça n'est pas de limiter la consommation de poisson. Et si on a la chance d'être écouté dans les îles, je pense qu'ils peuvent continuer à donner du poisson quasiment tous les jours à leurs enfants. Super. Patrick, on va être dans l'obligation de conclure cette conférence passionnante. Il reste plein de questions sans réponse et on est bien désolé. Ça montrait en tous les cas que vous avez vraiment apporté plein d'informations qui étaient très attendues. Je remercie tous les participants parce que vraiment, ça nous a fait chaud au cœur de vous avoir et de voir que cette thématique répondait à vos préoccupations professionnelles et peut-être personnelles. On vous souhaite une très belle fin de journée et puis n'hésitez pas à venir sur le site du FASS pour retrouver tous les éléments qui sont relatifs à cette conférence, les dossiers participants, la vidéo, la conférence, et puis vous retrouverez aussi des sources bibliographiques que le professeur Tougnan a mis à votre disposition si vous voulez aller plus loin dans les différents domaines qu'il a abordés. Voilà, on vous remercie. Merci à vous Agnès de m'avoir si bien modéré. Ça a été un plaisir. Moi, voilà, c'est clair. Je pense que vraiment faire bien manger nos enfants, c'est quelque chose qui nous fait tous vibrer parce qu'on connaît l'importance d'une alimentation équilibrée, variée, qui apporte du plaisir et pas uniquement que sucré, que salé, parce que c'était une des questions encore. Le plaisir, il peut être de 1000 façons. Moi, j'ajouterais le plaisir de cuisiner parce que j'ai passé des moments merveilleux avec les enfants à voir leur mine réjouie quand ils mettent la main à la pâte, parce que ça aussi, ça fait partie du bonheur de bien manger. Voilà, et donc, on vous souhaite à tous et à toutes une très, très belle fin de journée et puis à bientôt pour une prochaine conférence. Au revoir. Merci à tous. Au revoir et merci pour vos questions passionnantes.